Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur notre plateau, bienvenue dans votre émission Entre Proms. Aujourd'hui, nous allons parler d'agriculture, donc ça commence bien en plus. Donc agriculture, parce que comme vous le savez, ça a été très compliqué, cette crise Covid-19 pour eux. Ça a été un moment difficile. Nous avons pu avoir une interview en plateau avec Arnaud Martranchard, qui est le délégué interministériel de l'agriculture et qui a essayé au plus près de s'occuper du dossier des Outre-mer et de répondre à nos questions. Et aujourd'hui, pour sortir de cette crise et pour voir comment ça va être possible de la surmonter pour nos agriculteurs, nous avons en plateau le président de la Chambre de l'agriculture, donc Monsieur Patrick Célin. Donc merci d'être avec nous cet après-midi et je vous laisse vous présenter un petit peu et expliquer la raison de votre présence aujourd'hui. Déjà, merci, c'est moi qui vous remercie d'être sur votre plateau. Donc, oui, je représente la Chambre d'agriculture, donc l'ensemble des agriculteurs du territoire, du département, de la région Guadeloupe. Et donc, bien sûr, être président de la Chambre, c'est-à-dire ça a été sanctionné par le suffrage universel. Donc, c'est un vote qui a eu, donc, j'ai été réélu, donc il y a le 13, enfin le mois de mars dernier, ça fait une année. Donc je suis à mon deuxième mandat. Alors la Chambre d'agriculture, donc effectivement aujourd'hui, il est important pour la population de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ce monde agricole. On entend beaucoup de choses, on entend beaucoup de gens intervenir sur l'agriculture. Aujourd'hui, quand même, je crois que la Chambre d'agriculture, nous avons cette légitimité de pouvoir nous exprimer au nom de la profession et c'est en ce sens que je suis là aujourd'hui. D'accord. Alors déjà, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan, s'il vous plaît, sur l'état de l'agriculture guadeloupéenne aujourd'hui, un bilan de situation? Bien, la situation de l'agriculture guadeloupéenne, c'est à l'image un petit peu du pays. Nous ne sommes pas plus en avant, plus en retrait, nous sommes à l'image, nous sommes dans le rythme du pays. Ce qui se passe ailleurs, c'est un petit peu ce qui se passe chez nous aussi. Donc, une agriculture donc, qui n'a pas encore trouvé, une véritable stabilité pour pouvoir bien sûr nourrir la population alors que nous sommes en capacité de le faire. Donc maintenant, il y a un certain nombre de paramètres et ce n'est pas que les agriculteurs qui détiennent la solution, c'est ensemble, c'est avec l'ensemble des partenaires que nous pourrions avoir un développement, je dirais, harmonieux du territoire guadeloupéen, donc en tenant compte de l'ensemble des paramètres économiques et des secteurs d'activité, notamment l'agriculture. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que c'est le cas, puisque tout le monde parle un petit peu de son côté, et la Chambre essaie tant bien que mal de fédérer les gens, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, puisque nous avons une telle diversité sur notre petit territoire, qui fait que je pense qu'ailleurs aussi c'est un petit peu difficile, mais c'est toujours difficile. Dès qu'on est à deux, ça commence à devenir une contrainte, puisque il faut faire des concessions, il faut pouvoir s'entendre. Je pense qu'on ne perd pas espoir, ça se fera de toute manière. Aujourd'hui, nous avons la chance, à la Chambre d'agriculture, nous sommes en train de nous réunir depuis environ 3 ou 4 mardis avec l'ensemble des syndicats agricoles. Donc nous essayons de trouver le plus petit dénominateur commun pour que nous puissions avancer, progresser ensemble et permettre à l'agriculture d'avoir de meilleurs jours, de plus beaux jours, puisque nous avons une population de jeunes qui arrivent. C'est pas moins de 400, 380 jeunes qui sont installés, qui sont inscrits au point info, qui attendent une installation. Donc, nous devons pouvoir leur garantir une installation dans l'avenir. Et pour cela, il faut que nous puissions maintenir, en tout cas, ceux qui sont en place avec une agriculture, je dirais, où ils gagnent convenablement leur vie. Il ne faut pas que nos enfants aient peur de s'installer en agriculture parce qu'ils ont vu leurs parents trimer tellement qu'il faut dire finalement, il faut aller sur d'autres secteurs. Nous devons pouvoir redonner confiance à cette jeune population, mais pour ça, ça passe par la réussite de notre agriculture. Et là, nous sommes un petit peu loin. Nous sommes un peu loin. Alors, est-ce que vous savez comment les agriculteurs ont traversé cette crise et s'ils sont en train de réussir à la surmonter surtout? Parce qu'on sait qu'ils ont continué de travailler pendant le confinement, mais il y a eu beaucoup de pertes. Donc, comment ça se passe? Est-ce que vous avez un retour? Mais vous savez, le monde agricole, c'est un monde résilient, tout le monde le sait depuis tantôt.
nous avons subi les cyclones, mais cette fois c'est différent. Oui. Puisque nos productions étaient là pourtant. Exactement. Et on n'a pas pu pour certains. Qui ont disparu. On n'a pas pu pourtant pour certains en tout cas de vendre, de les écouler. D'autres, ont pu le faire, bien sûr, beaucoup d'actions que nous avons menées, vous allez tout à l'heure, on va revenir. On va en parler tout à l'heure. Oui. Mais aujourd'hui, la situation est difficile puisque les choses vont changer. Nos modes de vie, nos approches, les circuits de distribution, tout cela, donc vous avez les marchés traditionnels que nous avons mis en place depuis après le LKP de 2009. Cependant, en tout cas, nous avons mis un certain nombre de marchés sur toute la Guadeloupe. Ça a permis quand même, nous avons vu des résultats où certains agriculteurs se portaient mieux après, puisqu'ils pouvaient avoir accès au marché. Nous avons pris dans les municipalités, ils ont pris des délibérations sur les marchés à ciel ouvert. Et donc, ça a fonctionné et ça fonctionnait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, nous avons, dans le cadre de ce Covid, été, je dirais, inventifs. Nous avons un peu innové sur les fameux drives qui fonctionnent. En tout cas, pour l'exemple de Petit Canal, avec l'ensemble des communes de Petit Canal pour Louis-Bertrand, la Chambre d'agriculture a accompagné, et nous sommes encore là, et c'est en train de déboucher sur une association où ils pourront gérer un marché de drive sur le Nord-Grande-Terre. Donc nous avons un espoir que nous allons en tout cas organiser tout cela avec eux. Et donc voilà des choses nouvelles qui vont arriver. Et l'agriculteur guadeloupéen, comme il a l'habitude de s'y adapter, je pense que nous allons nous adapter. Mais nous allons aussi profiter de cette instance pour voir quel type d'organisation, pas forcément des organisations modèles type importé qu'on nous apporte chaque fois pour nous dire voilà, il faut être comme ça, comme ça. Manifestement, ça ne marche pas tout le temps, ça n'a pas marché, puisque nous avons beaucoup, mais une grande majorité de nos agriculteurs qui ne sont pas regroupés au sein des organisations professionnelles telles qu'on le connaît. Donc, il y a bien une raison. Il y a aussi une mentalité, il y a une manière de voir, il y a une philosophie, parce que la Guadeloupe, quand même, c'est un pays qui fonctionne quand même à son rythme et avec une manière de penser qui est bien aux Guadeloupéens. Nous sommes façonnés à travers des années, à travers des siècles, sur notre manière de penser, notre manière de voir, notre manière de fonctionner, et nous sommes bien nous-mêmes. Donc, nous allons, je pense, et j'ai même très confiance là-dedans, nous allons trouver des voies et moyens pour que nous puissions nous projeter dans un avenir avec une agriculture prospère. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'agriculteurs qui ne sont pas tous fédérés. On sait, puisqu'on a pu suivre un petit peu, puisqu'ils ont pas mal communiqué dessus, ce qui s'est passé pour les melonniers. On a entendu aussi ce qui s'est passé pour les gens dans le secteur de la banane. D'ailleurs, j'aurais une question à vous poser, toujours sur la banane, mais pas au sujet de la crise 2019, tout à l'heure en fin d'émission. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé pour les autres agriculteurs? Puisqu'on a vu, par exemple, des vidéos où ils essayaient de vendre en face de certains centres commerciaux en Guadeloupe, ça s'est mal passé, ils ont été délogés. C'est vrai qu'ils ont dû passer par des plateformes ou mettre en place des drives. On sait que le gouvernement a demandé aux agriculteurs de mettre en place de la perte sèche, donc de détruire les productions qui étaient déjà là, puisque les agriculteurs avaient quand même une très bonne année. Comment ça s'est passé? Puisque financièrement, ils n'ont pas été dédommagés. Est-ce que les assurances vont, oui ou non, prendre en compte? Comment ça va se passer pour eux? Alors, nous avons, je dirais, deux classifications, je peux dire, l'agriculteur. Ceux qui ont été aidés. Entendus par le gouvernement, on va dire? Je parle sur le plan local, parce qu'il y a un plan gouvernemental, il est complété par les mesures locales au niveau de la région Guadeloupe. Je pense que, sincèrement, vous savez, nous avons, je parle toujours de cette situation que nous avons, je ne suis pas contre qu'on ait pu aider. Mais c'est normal. C'est tout à fait normal qu'on puisse aider. J'ai entendu le melonnier, j'ai entendu les organisations professionnelles, c'est à leur avantage. Tant mieux, ce sont des agriculteurs. Oui, puisqu'ils payent aussi des charges tout à en fait. plus. Ce qui est, à mon avis, injuste, c'est que c'est tous ceux qui sont justement pas organisés. Mais ça n'existe pas, les gens qui ne sont pas organisés. Ils ont une certaine organisation qui n'a pas pu fonctionner. Par exemple, ils sont dans des restaurations, dans des petites, je dirais, loulous, des boutiques près de chez eux. Ils ont un circuit de commercialisation qui n'est pas peut-être... le même que d'autres personnes. Donc, je ne dis pas qu'ils ne sont pas organisés. Ils ont une certaine organisation qui n'est pas vraiment l'organisation souhaitée peut-être par les dirigeants. Alors, ces gens-là, ils sont plus fragiles, ils sont plus en difficulté. Moi, je pense que je fais un parallèle. Nous avons, pour la plupart, été élevés dans des familles nombreuses et on donne, quand on sert à manger,
eh ben, on donne aux plus petits d'abord. Et après, on arrive vers... Ils ont plus de réserve, les plus grands, ils ont plus de force. Et je pense qu'il y a une petite erreur à mon niveau, c'est comme ça que je l'entends, dans la gestion de cette crise par les autorités, je dirais, régionales. Je pense qu'à ce moment-là, aujourd'hui, par exemple, hier, voilà, j'ai envoyé des courriers depuis tantôt. Hier, j'ai reçu, ce matin ou hier soir, oui, j'ai reçu un courrier de la région où il me disait effectivement que j'ai fait des propositions que maintenant, il faudrait qu'on regarde ça de plus près. D'accord. Oui, il a fallu regarder il y a 2 mois. Il y a ceux qui aujourd'hui n'ont pas démarré et ils ne vont pas redémarrer parce qu'ils sont en grande difficulté. Ils n'ont pas eu le coup de main au moment où il le fallait, puisque l'ensemble des mesures, quand on regarde l'ensemble des mesures, à aucune de ces mesures, le plus souvent, il n'était éligible. Donc c'est ça un petit peu aussi le mal. Et il représente 80% des producteurs. Agriculteurs, d'accord. Non, mais c'est très très important ce que je dis. Donc il fallait une attention particulière par rapport à ces gens-là depuis tantôt. Et nous avons tiré la sonnette d'alarme à la Chambre d'agriculture. On ne nous a pas entendu. Aujourd'hui, mieux vaut tard que jamais. Effectivement, j'ai reçu ce courrier de la région où nous allons pouvoir, j'espère, travailler là-dessus convenablement. Mais pour vous dire tout simplement que ces agriculteurs-là sont en grande difficulté. Je vais prendre un secteur, les fleurs. C'est 100% de perte. Ils n'ont pas vendu une fleur. Vous savez, par exemple, vous alliez dans un enterrement, il n'y avait pas beaucoup de gens dans les enterrements, on vous disait de ne pas emmener des fleurs parce qu'il n'y a pas de gens pour les apporter. Ne serait-ce que ça. Nous avons des petits exemples comme ça, donc c'est plus d'1 million de chiffre d'affaires qu'ils ont perdu, ces producteurs de fleurs. Nous avons aussi, nous l'estimons à 1/3, les producteurs en diversification végétale qui n'ont pas pu vendre leur production. Alors pour plusieurs raisons. Eux aussi, il y a des personnes à risque, fragiles, qui ne sont pas sorties de leur maison. Il y a des jeunes aussi qui ont des enfants qui ne sont pas sortis. Il y a ceux qui n'ont carrément pas pu avoir leur circuit habituel de vente. Oui, mariage annulé. Donc voilà, plein bon, ces gens-là sont en grande difficulté aujourd'hui. Et je crois que, à l'instar de ce qui s'est passé pour Maria, où la région avait réagi rapidement au niveau de la Chambre d'agriculture, il y avait un dossier, une dotation de 1 million que nous avons pu partager également pour tout le monde alors. Absolument. Et je vous dis que j'ai eu beaucoup de retours. Merci, bon, c'est pas moi qui ai donné, c'est la région Guadeloupe. Bon, c'est nous aussi. La région Guadeloupe, c'est les fonds de nos impôts qui est géré. En tout cas, je leur dis non, c'est la région qui a fait cette démarche. Donc, il y avait des appels et des appels de remerciements pour dire ça les a aidés. Beaucoup de gens ont pu redémarrer. Je crois que cette démarche-là devait être entreprise bien avant tous les autres, parce que je pense qu'ils sont beaucoup plus en grande nécessité que ce qui s'est passé. Mais je ne porte pas de réflexion négative sur ce que la région a fait concernant. Au contraire, je dis bravo, merci, puisque ce sont des agriculteurs aussi. Donc, dans le cadre des organisations qu'ils ont mis en place, c'est tant mieux pour eux. Et pour nous aussi, puisque ce sont des agriculteurs, comme je dis, qui aussi participent aux élections de la Chambre. Donc, ils m'ont mis aussi en place. Je suis leur président. Mais il faut être quand même plus égalitaire et plus juste pour tout le monde pareil. Il faut remettre en marche, il faut remettre en priorité la notion d'équité. Et si on n'a pas cette équité dans le pays, je pense que, on va causer la division. En fait, pourquoi lui pas moi? Pourquoi eux par moi? Voilà. Donc moi je pense qu'il faut aligner les gens et qu'il n'y ait pas ce dénivellement tout le temps et qui, celui qui n'a pas se croit un petit peu laissé pour compte. Et voilà, donc il faut qu'il y ait des gens pour s'en occuper. Et donc la Chambre d'agriculture a très tôt lancé la sonnette d'alarme, n'ont pas été entendus. Je pense que c'est fait aujourd'hui. Et dans les jours à venir, j'aurai certainement un rendez-vous avec la région Guadeloupe pour pouvoir venir en aide à ces personnes. En tout cas, je l'espère vivement.
D'accord, bon, bah, très bien en tout cas hein, pour cette réponse. J'espère que ça va être plus compréhensible. Hein. Là, on n'est vraiment pas dans la division, mais de parler de tous les problèmes pour voir quelles sont les différentes solutions et c'est important aussi de le dire. Alors pour les points de vente, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été mis en place? On a pu voir pendant la crise que que la région a recommencé à mettre des marchés de grossistes en place. C'est forcément pas suffisant au vu de la production. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait diversifier au moins pour les grossistes? Et qu'est-ce que vous pensez de tout le système qui a été mis en place de vente sur les réseaux sociaux? Ça, c'était vraiment pas mal. On a communiqué sur des pages comme Localité, par exemple, dès le début, hein, où c'était vraiment au niveau des Guadeloupéens qui se sont entre eux, ils se sont organisés. Qu'est-ce que vous pensez de ces procédures? Est-ce que ce sont des choses qu'il faut pérenniser? Alors, on était dans le coup de main, on peut dire. Et après, quand ça devient permanent, c'est plus le coup de main. Oui. C'est une stratégie qu'il faut mettre en place. Et donc, les personnes qui l'ont fait, je les remercie d'ailleurs. J'ai vu deux dames artistes d'ailleurs à la télévision. Donc, je leur dis merci, bravo pour avoir mais pour ne pas le faire toute leur vie. Ils ont leur chat frité aussi. Donc, maintenant, parlons de marché de gros. Nous avons initié un marché interrégional avec la région Guadeloupe. Nous avons mis un copil en place pour que nous puissions, eh bien aujourd'hui, si on avait démarré ce truc-là, eh bien peut-être qu'on aurait déjà quelque part en avant. D'accord. Silence radio, on n'a plus entendu parler de cela depuis un certain temps. Maintenant, effectivement, on reparle de ce marché d'intérêt régional, enfin, ou le marché de gros, disons, c'est plus simple. Il y a eu quand même une délibération au niveau de la région Guadeloupe de 9 millions pour mettre en place cette structure. Nous étions copilotes, je dirais, de ce comité de pilotage. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous dis, c'est le silence total. Je crois qu'il faut aujourd'hui remettre en marche ce copil pour que nous puissions effectivement parler véritablement. Les agriculteurs ont droit d'avoir un endroit digne de ce nom pour pouvoir écouler de leurs produits. Mais moi, en même temps aussi, je dis aux agriculteurs que nous devons aussi progresser pour nous identifier correctement. Il faut que quand j'achète 5 kilos de tomates, je sais que c'est tomates de monsieur tel, c'est tracé. Et si demain il y a un souci, il faut se responsabiliser. Moi, je suis pour la responsabilisation, en tout cas, des agriculteurs. Et ensemble, avec ces deux extrémités, une fois vérifiées, eh bien, je pense que nous pouvons travailler ensemble. Mais il est pas normal aujourd'hui que nous soyons à gros de liane, en plein soleil. Ça sert toujours, mais ça ne va pas durer comme ça. On ne peut pas passer 2-3 mois à bêcher, à sarcler, à travailler sous le soleil pour que nous puissions aller encore vendre sous le soleil. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une structure dédiée, qui soit un marché de gros, que les agriculteurs puissent vendre dans des conditions sanitaires acceptables. Moi, je pense que c'est là la solution. Donc, ce marché de gros, après qu'il soit aux abîmes, qu'il soit à Bimao, il faut qu'il soit quelque part où les agriculteurs puissent vendre en toute dignité, en toute liberté et en toute sécurité, surtout sanitaire. Et puis maintenant aussi, on verra les agriculteurs. Qui est agriculteur? Parce qu'un petit peu tout le monde est agriculteur dans ce pays. Il faut arrêter aussi. Hein? Bon, on a le droit de cultiver son petit jardin, tout à fait. Mais quand on est dans la phase où on va vendre des productions, parce qu'il y a des frais, il y a des à la population, il faut de la responsabilité. Parce que si vous avez traité vos produits si vous avez traité avec un produit qui n'est pas autorisé, donc nous, la Chambre d'agriculture, nous allons nous engager avec la collectivité, s'il le veut bien, pour qu'il y ait véritablement, et l'État aussi d'ailleurs, pour qu'il y ait une traçabilité sur ces productions et pour que ces personnes puissent se sentir véritablement prises en considération, prises en charge par les autorités. Donc, ils sont livrés à eux-mêmes aujourd'hui, enfin livrés à la Chambre, puisque la Chambre quand même accompagne ces personnes-là. Mais dans la partie commercialisation, vous comprenez bien que ce n'est pas notre métier, mais nous voyons ce qui se passe et nous accompagnons. D'ailleurs, nous avons... il y a une association sur ce marché, monsieur Jacques Ramaille, qui est venu nous voir pour nous dire que voilà, il y a un petit peu de tout venant. Il y a des gens qui prennent des responsabilités, qui ne sont pas officiellement responsables.
Il y a des autorités qui fonctionnent avec ces personnes, mais en même temps, ces personnes ne sont pas élues. Et le président de l'association nous a demandé, au niveau de la Chambre d'agriculture que nous avons accepté, de l'accompagner au niveau de la mairie de Bémao pour un entretien et pour pouvoir régler une fois pour toutes ce problème de marché, enfin en tout cas en partie, puisque le problème sera réglé, je pense, quand on aura véritablement une structure dédiée. Voilà. D'accord. Question sur le marché intérieur, on va dire. Pour l'instant, c'est la crise, mais on continue de recevoir des aliments par tonnes et par tonnes qui arrivent par bateau, qui sont vendus dans différents centres commerciaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas négocier quelque chose pour que les agriculteurs puissent écouler leurs produits dans les centres commerciaux? On sait qu'il y a des contrats qui sont déjà signés avec certaines filières qui fait que les magasins se sont déjà engagés avec des agriculteurs avec qui ils travaillaient déjà. Mais est-ce que ce ne serait pas possible d'étendre ces produits au lieu de continuer à recevoir des choses qui viennent de France, par exemple, ou bien d'autres pays? Est-ce que ça, c'est quelque chose... Je sais que c'est pas ni vous, ni même la région, si je peux dire, mais est-ce que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas peut-être commencer à vraiment demander avec insistance? Je pense que, vous savez, il y a ce qu'on appelle le double langage dans ce pays et qui fait que nous n'avançons pas. On parle du développement touristique. Est-ce que ce développement touristique ne devrait pas entraîner le développement agricole ou le développement de l'artisanat, ou l'agriculture ne devrait pas entraîner le tourisme? Donc aujourd'hui, je pense pour que la Guadeloupe puisse avoir un développement endogène et harmonieux, je pense qu'il faut que nous puissions nous mettre d'accord. On ne peut pas nous dire en même temps que vous ne produisez pas, puis en même temps que des bateaux arrivent et des frais de Terre France sont remplis de production qui concurrencent nos productions. Nous sommes entre l'enclume et le marteau. Oui. Nous avons tous les accords de partenariat qui ont été signés un petit peu pour nous, mais pour la France d'une manière générale, et nous en subissons le plein fouet. Donc nous sommes dans la Caraïbe avec des coûts de production défiant toute concurrence. Et de l'autre côté, donc, nous avons des produits qui viennent de l'Europe, de la France particulièrement, de nous, et puis qui sont, en termes d'économie d'échelle, où nous ne faisons pas le poids non plus concernant ces productions. Si nous regardons bien, nous pouvons effectivement développer ce pays-là, mais avec l'ensemble des secteurs d'activité dans le secteur primaire, secondaire ou tertiaire. Il faudrait qu'on marche ensemble. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens parlent, mais en fait, rien n'est fait pour que nous puissions avancer ensemble. Parce que celui qui importe des produits, il gagne son argent. Il lui-même dit, ah oui, mais il faut que la production guadeloupéenne commence à... mais en réalité, c'est lui-même qui importe ces produits qui nous concurrencent. Donc, il y a un double langage. Il faudrait arrêter avec ça. Et il faudrait que nous puissions, que quand vous allez dans les hôtels, que vous puissiez boire sur les étages, dans les plats, nos productions, nous avons des cuisiniers qui savent présenter. Dans les autres pays, bien sûr. Priorité à nos produits. Et d'ailleurs, le corps se porte mieux quand il est nourri à partir d'éléments qui sont tout près de lui, dans sa nature. Oui. Donc, ne serait-ce que le dosage carbone des aliments, quand vous achetez votre aliment ici, vous êtes tranquille. Oui. Une fois que l'aliment vient de l'extérieur, il a fait quelques kilomètres, on a quelques soucis de carbone. Donc, je pense que si on met tous ces éléments-là en place, s'il y a une véritable volonté politique, je dirais, dans le pays, que l'agriculture puisse avancer, mais qu'il y ait ce développement véritable endogène, je pense que nous avons les facteurs de production, nous avons le foncier, nous avons les hommes, et nous pouvons avoir, et là il faut aussi une sorte de pression sur les banques pour croire dans cette agriculture guadeloupéenne et pour pouvoir financer cette agriculture qui n'est pas financée par les banques aujourd'hui, il faut le dire, ou alors à minima. Voilà. Justement, en parlant de banques, est-ce qu'elles ont joué le jeu pour les agriculteurs? Vous savez, l'agriculture et la pêche ne sont pas... la priorité de qui que ce soit. Voilà. Donc, je pense que seul on n'y arrivera pas. Il faut, je redis encore, si nous voulons véritablement un développement endogène, il faut que nous prenions le temps de nous considérer, que nous prenions le temps de nous parler, que nous prenions le temps de dire, voilà la feuille de route, nous devons aller vers tel horizon. Ça ne se fait pas. Chacun parle dans
dans son petit oasis et croit qu'on entend. Oui, on entend, mais rien ne se fait. Donc nous parlons beaucoup dans ce pays-là, mais en réalité, ceux qui sont dans le faire ne sont pas dans le dire. Et ceux qui sont dans le dire ne sont pas dans le faire. Moi, je voudrais que tout le monde soit dans le faire. Et nous l'avons dit très tôt. Et c'est pourquoi, vous savez, vous n'avez pas posé la question, mais il y a tellement d'injustice. Vous savez les fonds européens qui arrivent ici, du premier pilier particulièrement de l'OPOSEI. Eh bien, aujourd'hui, tous ces petits agriculteurs n'ont pas accès au POSEI. Oui. Parce qu'ils sont dits désorganisés. Ce n'est pas ce qui se passe dans les pays, vous savez, les 3 pays ultra-périphériques, c'est Madère, et le Portugal, et l'Espagne et la France. Eh bien, ce qui se passe, la manière de gérer le POSEI dans ces pays-là, eh bien, on considère que les gens sont majeurs. Eh bien, ils vont avec leurs éléments, leurs identifiants, et puis ils font leurs demandes. Voilà, il n'y a pas d'étage supérieur. Ici, on met des étages. Nous sommes responsables. Nous sommes des gens majeurs. Quelqu'un qui est agriculteur, qui a son numéro package, qui a fait ses formalités au centre de formalité des entreprises au niveau de la Chambre, qui a pignon sur rue, qui a la formation, eh bien, cette personne est censé avoir accès comme tout le monde. Cette personne devait être responsable de ses actes. Oui. On ne va pas tenir la main de... Donc il faut croire, il faut que les gens aujourd'hui arrivent à vraiment accepter notre maturité. Et autrefois on était paysans, aujourd'hui on devient agriculteur. Donc tous les jeunes agriculteurs qui sortent du lycée agricole, ce sont Bac plus 2, Bac plus 4, donc ils sont là, ce sont des techniciens supérieurs, des ingénieurs agronomes, donc ils vont prendre... Il faut qu'ils trouvent comment on appelle ça, ce facteur de production que le foncier à sa disposition. Il faut que les banques soient là, parce que je pense que nous devons aller vers cela. Nous allons aller vers, je dirais, la souveraineté alimentaire. Beaucoup en ont parlé, mais en réalité, ils n'ont pas fait ça du tout. Ils ont fait tout à fait le contraire. Je pense aujourd'hui que nous sommes en capacité de nourrir la population. Maintenant, cette concurrence déloyale, il faut mettre un frein. Il faut que ceux qui peuvent dire leur mot, en tout cas à ce niveau-là, puissent nous aider, parce que je pense que seul on n'y arrivera pas. On pourra produire, on produit facilement. Je pense, on dit facilement, entre guillemets, tout le monde ne va pas produire, mais produire dans un cadre où on parle de coûts de production, de revenus, de marge brute, je pense qu'aujourd'hui nous avons des agriculteurs, des professionnels de l'agriculture qui peuvent en parler. Alors vous pouvez toujours faire votre petit jardin, c'est pas interdit, nous sommes dans un pays tropical, donc nous avons du temps, mais quand même, il faut respecter le professionnel guadeloupéen, il faut qu'il soit vraiment pris en considération, et c'est pas une fatalité, c'est un choix délibéré. Donc il ne peut pas non plus accepter que on le considère comme son raté, son bon, il pas habitant, il pas de vaillant, il fait. Non, il faut arrêter. Et il ne faut pas que l'agriculteur lise ça sur le visage des gens. Il faut qu'il soit véritablement pris en considération et respecté, tout simplement. Et donc je dis aujourd'hui, si tous ces éléments sont mis ensemble dans un panier, puis on secoue ça bien, on tombera sur on tombera sur une projection du développement, je dirais, endogène et harmonieux du pays. Alors, je vais juste confirmer 2 choses que vous avez dites et qui sont assez importantes. La première, pour le développement, tout ce qui est développement alimentaire, puisque même le président lui-même, lorsqu'il était venu à La Réunion, avait estimé qu'il n'y avait pas assez d'industrialisation et qu'il fallait plus produire par nous-mêmes plutôt que de faire venir les choses. Donc, c'est bien de le dire, comme vous disiez tout à l'heure, encore faut-il le faire, puisque là, sur ce point-là, il n'y a qu'au niveau politique que la situation peut s'améliorer. Et au niveau des agriculteurs et des subventions européennes, donc effectivement, Bercy a fait un rapport l'an dernier qui estimait que les subventions européennes retournaient en Europe puisqu'elles n'étaient pas utilisées pour la plupart du temps. Donc, vous nous avez donné peut-être un éclairage sur l'une des raisons pour laquelle les subventions ne sont pas utilisées de toutes les façons, puisque c'est vrai que s'il y a beaucoup de barrières, ça peut être très compliqué. Alors, par contre, au niveau des agriculteurs, ils nous disent quand même qu'ils ont beaucoup de charges à payer, parce qu'on dit souvent l'Europe donne de l'argent, mais les agriculteurs payent énormément de charges. Donc comment ça se passe ? Je vais vous dire que pendant ces 2 dernières années, les agriculteurs se sont efforcés, mais vraiment, pour se mettre à jour. Et aujourd'hui, on peut dire que
ouais, nous sommes autour de 80% de gens à jour, soit par un moratoire avec la sécurité sociale et les impôts, mais en tout cas, ils sont à jour de leur cotisation. Alors, on peut considérer qu'ils sont en voie d'être à jour. Donc, ils ont fait cet effort supplémentaire pour percevoir des fonds européens, donc des aides diverses qui existent au niveau européen. Donc, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, il faut savoir, au moment où je vous parle, parce qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, notamment l'État aussi, ils attendent toujours l'aide POSEI au transport de canne qui devait être payé 2 semaines avant le début de la récolte. Malgré le Covid, malgré toutes ces difficultés, personne n'en parle. Quand c'est l'État qui doit, eh bien, personne ne dit rien. On n'entend plus l'État. On n'entend plus rien. Mais je dis aussi que chacun doit prendre ses responsabilités. Les agriculteurs sont en très grande difficulté. Ne promettez pas alors. Si ils doivent rester dans cette souffrance, parce que quand ils vont recevoir cette aide, ça ne va plus rien servir. Puisqu'en fait, le problème, c'est que ça, s'ils en avaient besoin il y a 2 mois, ils auront déjà soit coulé entre-temps, soit agrandir le trou et ils ne pourront plus revenir. Donc moi, je pense que là aussi, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et malgré qu'il y avait le Covid, qu'on comprend tout à fait, c'est une situation difficile, mais n'empêche que justement, c'est démunis, c'est-à-dire c'est 60 millions de POSEI en Guadeloupe. 31 millions pour la banane, 18 millions pour la canne, 8 millions pour la diversification animale et 5 pour le végétal et je crois le RSA, le régime spécifique à l'approvisionnement, je crois que c'est de 5 millions. Aujourd'hui, on dit 18 millions pour la canne, mais la canne, c'est 6 000 personnes. Il ne faut pas croire que c'est beaucoup d'argent. C'est 6 000 personnes. Donc, tandis que les organisations professionnelles un petit peu qui perçoit une bonne partie donc, des aides pour l'accompagnement animal et végétal, donc c'est différent. Donc, toutes ces sommes qui arrivent ici, on a l'impression que, pourquoi les choses n'avancent pas? Je pense qu'aujourd'hui, nous avons trop de personnes qui ne perçoivent pas dans la diversification animale et la diversification végétale, et c'est pour ça que, d'ailleurs, les choses n'avance pas plus vite et qu'on n'a pas véritablement de retombées. D'ailleurs, la Chambre d'agriculture a initié depuis 6 ans, parce que j'ai ma deuxième mandature, depuis la première mandature, j'en ai parlé au niveau métropolitain, au niveau européen aussi, il fallait un petit peu ouvrir cette assiette pour permettre aux agriculteurs qui ne sont pas dans les organisations professionnelles de pouvoir bénéficier, parce qu'ils produisent, ils participent à l'économie de ce pays. Là, nous avons eu une ouverture il y a quelques semaines, et nous avons fait une proposition au niveau de notre organisme mère, la PCA, donc avec la Réunion, la Martinique, les autres départements, parce qu'ils ont les mêmes problèmes. Oui. Ils ont aussi... près de 70 et 80% des agriculteurs, donc à faible taille, bien sûr, des exploitations qui ne dépassent pas 5 hectares, qui ne perçoivent pas. Et pourtant, ils produisent. Oui. Alors, j'espère sincèrement de mes voeux que ce projet sera entendu au niveau européen. Et nous allons demander d'ailleurs à nos députés, à nos sénateurs de relayer un petit peu ce dossier-là pour que l'ensemble des agriculteurs puissent pouvoir émarger au POSEI, donc aux aides de ce premier pilier de la PAC. D'accord. Alors, le chômage partiel va être supprimé au 1er juin et il va être demandé aux entreprises de prendre le relais de la différence. Donc, l'État et l'UNEDIC ne prendront plus en charge que 60% de la rémunération brute et partielle des salariés. Est-ce que vous savez comment ça va se passer pour les agriculteurs? Est-ce que les charges sont toujours en cours? Puisque nous, on a beaucoup de questions au sujet des charges, puisque pour l'instant, elles ne sont pas supprimées. Si à moins, vous pouvez me reprendre surtout sur ce point-là. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez une idée? Moi, j'ai entendu l'information comme vous. Oui. Bon, on tombe un petit peu dénus. On ne pensait pas que... Et je pense que ceux qui utilisent la main-d'œuvre... de septembre, mais là, c'est tombé aujourd'hui. Voilà. Ceux qui utilisent la main-d'œuvre au niveau de leur exploitation, je pense que... Ils vont devoir licencier? Non, je ne pense pas que si dans le milieu de la banane, par exemple, ils licencient les gens, vous savez, la banane, ça quand même ça a besoin de main-d'œuvre quand même. Et ce ne sera pas facile. Déjà, nous n'atteignons pas notre quota, donc ce sera la catastrophe. Donc je pense que
les producteurs, l'organisation des producteurs et nous-mêmes, nous devrions nous voir, nous réagir, parce que, enfin, s'ils nous demandent notre aide, puisque je pense que des fois aussi, chacun agit de son côté, mais il faudrait un petit groupé pour montrer que nous sommes dans un cas difficile, nous sommes... les choses ne sont pas faciles pour nous et qu'il faudrait avoir des mesures particulières pour nous. Il faut, comme on dit, nous avons des spécificités, nous sommes différents, nous ne sommes pas l'Hexagone, les choses sont différentes ici. Et donc, si on évalue la souffrance à 10, quand ils sont à 6 en métropole, nous sommes à 8. Donc, non, il faut qu'il y ait une véritable réflexion, et je compte sur nos politiques aussi pour réagir, parce qu'ils sont là pour ça, pour nous aider dans la compréhension, en tout cas au niveau national. D'accord, alors en parlant de la banane, justement, aujourd'hui, il y a eu visiblement une première historique, c'est comme ça que ça a été... C'est comme ça que ça a été appelé par les gens qui ont traité le dossier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est tombé aussi tout à l'heure. Un dirigeant de plantation de bananes a été condamné par le tribunal de Basse-Terre et le procureur de la République dit que le temps de l'impunité est terminé et que des enquêtes sont en cours et il va y avoir vraiment des choses qui vont être faites. Donc c'est... Pour résumer un petit peu la situation, c'est 40 ans de combat, on va dire, dans le secteur de la banane pour tout ce qui est travail non déclaré, enfin travail, pénibilité et tout ce que vous connaissez très bien, je suppose, les conditions dans lesquelles les ouvriers travaillent justement. Est-ce que vous avez un mot sur ça? Est-ce que vous étiez au courant peut-être? Je ne suis pas... c'est moi qui vous informe? Oui, c'est tombé, ça vient de tomber. Vous venez d'avoir. Donc c'est pourquoi il a été condamné cette personne? Alors, il a été condamné pour embauche de travailleurs non déclarés auprès des organismes sociaux, embauche de travailleurs non déclarés sans titre de séjour, défaut de registre unique du personnel, visiblement pour l'instant. Ce sont les informations que j'ai. Donc 6 mois de prison avec sursis et des milliers d'euros de dommages et intérêts avec amende et avec le procureur en prime qui dit que l'impunité est terminée et il ouvre des enquêtes un petit peu pour voir un petit peu tout ce qui se passe dans ce métier. Donc est-ce que vous avez un avis peut-être ou quelque chose à dire sur ce point? Bon, la première des choses, donc c'est triste pour cette... Vous n'avez pas encore eu l'information? Je ne sais pas de qui il s'agit. C'est toujours triste de savoir qu'un des nôtres a été condamné. Bon, mais c'est sûr aussi qu'il faut qu'on soit en règle avec la législation. Oui. Bon, c'est pas difficile. Surtout vu quand on demande des subventions, c'est vrai qu'il y a beaucoup de charges à payer, c'est compliqué. Alors justement, c'est pas difficile d'être en règle, il faut aussi se mettre en règle. Mais ça après coûte cher aussi, de se mettre en règle, alors voilà, le résultat serait certainement pas le résultat qu'on a peut-être pour certaines déclarations, il serait très en difficulté. Je ne dis pas que tout le monde le fait, bon, mais certainement, si on a pris la main dans le sac, donc c'est vrai que c'est difficile. Mais c'est une situation aussi. C'est une situation difficile que... il y a des gens qui ne tiennent pas et puis qui sont tentés un petit peu parce qu'ils ont envie de maintenir leur outil. Donc tout cela veut dire qu'il y a un malaise profond, il faut aller au-delà de cela. Cette condamnation doit nous servir dans un esprit positif pour voir il y a le bas blesse quelque part et c'est pas... Comme je dirais, il ne l'a pas fait sciemment parce que... Non, il l'a fait parce que certainement il rencontre des difficultés. Et donc il a essayé peut-être de maintenir son outil en place. Mais ça pose le problème aussi comment dire ça, de l'entreprise agricole même en Guadeloupe. C'est-à-dire comment on va pouvoir aider cette entreprise? C'est ma question. Est-ce que vous pensez que ça aura un impact sur le chômage partiel à venir, sachant qu'au 1er juin, ça va être arrêté? Est-ce que les gens vont être employés seulement à mi-temps ou est-ce qu'il va falloir rechanger de système ou arrêter, peut-être faire moins de bananes ou moins de secteurs ou transformer les terres? Est-ce que vous pensez que ça va changer le futur de l'agriculture? De toute manière, forcément, les choses vont changer. Il y aura avec ces changements de comportement où les liens sociaux seront un petit peu brimés parce que nous avons le masque. On ne peut pas toujours sur les marchés. Bon, beaucoup de choses vont changer dans nos comportements. Bien sûr, l'entreprise agricole doit perdurer. Il doit continuer parce que c'est là où on peut créer de la richesse, créer de l'emploi. Et ce pays a bien besoin de création d'emplois puisque nous avons un chômage endémique. Moi, je pense que nous devons poser la réflexion. J'ai pas la solution en tant que président de chambre, ni je pense que personne n'a la solution. C'est ensemble qu'on va trouver. Il faut
il faut un petit peu fouiller les ménages pour qu'on puisse arriver à une situation où quand même l'agriculteur puisse travailler en parfaite quiétude, qu'il ne soit pas inquiet à aller surveiller si les flics arrivent, parce qu'il y a... Voilà. Oui, parce que là, c'est vrai que c'est tombé sur lui, parce que bon, moi, je ne connais pas plus le dossier, donc je ne sais pas qui c'est. Hein. Mais c'est vrai que ça peut arriver dans n'importe quel domaine. Ça peut arriver dans n'importe quel domaine, ça arrive. Nous, moi, j'étais aussi président d'une association comment on appelle ça, pas de remplacement, mais comment on appelle ça, d'emploi, enfin, suppléer les ouvriers quand ils ne sont pas là, donc ça fonctionnait presque comme un intérim. J'étais persuadé qu'on avait travaillé dans le bon sens, pourtant on nous a tiré les oreilles. Bon, bien sûr, on a rectifié les choses. Bon. Donc ça peut arriver à n'importe quel moment. Nous y penserons, nous allons y réfléchir. Je pense que personne n'a la solution, comme je vous disais. Et donc, c'est toujours triste d'avoir ces nouvelles-là. En tout cas, je m'en informerai d'ici demain un peu plus. Oui, comme ça, vous nous tiendrez au courant, pourquoi pas, de l'évolution de la situation. Surtout que, visiblement, il y aura pas mal d'enquêtes ouvertes par le procureur de la République. Donc, on pourra suivre un petit peu ce dossier. L'avenir de l'agriculture ? On sait que pour l'instant c'est le Covid-19, mais visiblement il y a d'autres crises qui arrivent. On a entendu que la saison cyclonique va être très dure cette année et qu'en plus elle commence plus tôt. Donc, nous avons la sécheresse déjà qui a commencé. D'accord. Et la sécheresse est déjà très dure dans le Nord-Grande-Terre, particulièrement même. Je suis aux abîmes, déjà aussi aux abîmes c'est difficile. Donc avant les cyclones qui avant les cyclones, pour l'instant il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, donc vous pensez vraiment que c'est un corps de métier qui va régler ces problématiques? Non. Je pense qu'il faut qu'il y ait une véritable démarche de table ronde avec les responsables de ce pays pour prendre une décision et orienter définitivement la Guadeloupe. Je pense que chacun de son côté, personne n'a la science infuse et personne n'a la vérité. Je pense qu'il faut que nous commencions aussi par nous respecter. Nous commençons par nous admettre, je l'ai dit en préambule, nous commencions à respecter, par exemple, ceux qui ont été sanctionnés par le suffrage universel, ils ont une responsabilité. C'est d'abord à ces gens-là qu'on s'adresse, et après, ils s'adressent à leur mandat. Moi, je pense que si nous ne respectons pas chacun dans son poste, dans sa fonction, nous n'allons pas pouvoir arriver, et je pense qu'on passera peut-être à côté de quelque chose, puisque nous avons les capacités. Je suis sûr de ce que je dis. Oui. Les Guadeloupéens sont très capables. Oui, ça c'est vrai. Et nous, mais qu'est-ce qui manque? Je ne sais pas. Il manque peut-être que nous arrivions à nous aimer un peu plus. C'est vrai, à se faire plus confiance en nous-mêmes. À se faire plus confiance, voilà. Considérer que l'autre est aussi majeur que moi. Il est aussi en capacité de faire des propositions que moi. Je n'ai pas la science infuse. Et vous allez voir, le jour où ça arrivera, nous allons progresser. Nous allons progresser énormément. Et il faut que nous n'allons pas rester comme ça, comme toute notre vie, à dépendre des décisions qui sont prises à 8000 km. Mais attends, on peut aussi prendre des décisions chez nous. Bien sûr, nous avons la loi peut évoluer, nous avons la possibilité de faire évoluer les choses. Maintenant, c'est bien de l'adapter. Mais bien sûr, des adaptations. On a des possibilités d'adaptation dans les lois. Donc aujourd'hui, je demande à nos politiques, ceux qui sont en charge de ces responsabilités, sincèrement, de se rencontrer rapidement avec l'ensemble des partenaires sociaux, les professionnels de l'agriculture, les professionnels de la pêche, de tourisme, de l'artisanat, les banques et aussi nous-mêmes. Eh bien, je pense qu'on pourra sortir quelque chose. Nous avons, vous savez, tout le monde organise, tout le monde se fait des colloques. Dans ces colloques, on tire des choses, mais ils sont dans des tiroirs. Oui. Vous savez? Donc ça, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir confiance en soi. Je sais qu'on peut le faire. Maintenant, il ne nous reste qu'à se mettre ensemble. Et on ne va pas garder campagnes, mais tête à missile. On a des petits soucis et il faut les évacuer. Et on va voir quand on va les évacuer. Cet homme qu'on voyait pour qui on ne pensait pas grand-chose, et bien, une fois qu'on a évacué cet art, et bien, on va voir finalement c'est quelqu'un qui est en capacité de produire de la matière grise et de produire quelque chose de son pays. Exactement. Je prends souvent l'exemple des avocats aux États-Unis qui ne s'aiment pas entre eux, mais qui s'allient pour faire des grands cabinets et ça fonctionne très très bien. Dernier point. Les 1 500 €, les agriculteurs, ils y ont eu droit? Est-ce qu'ils ont tout le monde à toucher? Comment ça s'est passé? Très peu d'agriculteurs ont eu accès.
D'accord. Bon, ils ont Donc c'est ce qui essayé. est en cours avec la région. Non, je pense qu'avec la région, ce sera autre chose. C'était Parce qu'ils ont, voilà. ils ont remis en place un dispositif pour Oui. les gens qui avaient eu des difficultés pour les différentes primes. Donc il faudrait voir, peut-être, pourquoi pas, je vais leur demander comment ça se passe. En tout cas, le retour que j'ai de la région, c'est que nous devrions nous voir sous peu. Et donc, nous allons certainement mettre en place quelque chose. Hein. Donc, comme je l'ai dit, mieux vaut tard que jamais. On voit le président de la Chambre en dernier, mais c'est pas grave, j'accepte. Et pourquoi pas, hein. Et voilà. Bon, nous, on vous a appelé en premier, mais bon... J'en ai parlé l'autre jour, malheureusement vous êtes au courant, vous aviez eu mon message et c'est Monsieur Pédurand qui m'avait répondu. C'est-à-dire, justement, donc, feu Pédurand, Oui. c'est-à-dire on a eu plein de malheurs en même temps, hein. Oui. Le Covid qui commence et je perds mon directeur. Oui, et nous sommes on avait préparé avec donc, lui. voilà, donc la Chambre a connu ses difficultés. Et donc, nous essayons de nous en sortir un petit peu. Et donc, voilà, toutes ces choses-là font qu'à un certain moment, on se demande, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi l'agriculture est aussi mal lotie? Pourquoi alors, au même titre qu'on voit des dirigeants des autres, comment on appelle ça, des autres consulaires, moi je pense que c'est tout simplement aussi qu'on aurait pu me demander à ce qu'on puisse penser aux agriculteurs. On va voir un tel, on va voir un tel. Donc ça divise le monde agricole. On n'a pas besoin, je ne l'ai pas vu pour les autres secteurs d'activité qui soient... c'est vrai qu'ils étaient très unis. Voilà. Nous, on a vu des gens par-ci, on a vu des gens par-là, et puis voilà. Eh bien, écoute, la Chambre d'agriculture, finalement, on n'en a pas besoin. Oui, c'est ce que certaines personnes disent. Si on voit toutes les organisations et on ne voit pas la Chambre en elle-même. Voilà. Bon, je vous confirme que nous avons eu en premier la Chambre de l'agriculture, mais malheureusement, d'ailleurs, lorsque nous avions eu le ministre, le délégué interministériel, on avait commencé à préparer l'émission avec la Chambre, mais ça n'a pas pu se dérouler comme vous le savez, puisque nous avons eu le décès le jour du plateau. Mais oui, la Chambre de l'agriculture est là et bien là pour s'occuper des agriculteurs. Peut-être un mot d'une minute pour la fin ? Eh bien, ce que je dirais d'abord, Canal 10, merci de me permettre, à travers votre antenne, de dire un petit peu le sentiment partagé des agriculteurs guadeloupéens, comment ils vivent la chose, en tout cas ceux qui n'ont pas été pris en considération. Et ils ont aujourd'hui, par rapport à mon annonce de la région, je pense qu'ils ont l'espoir qui va renaître ce soir chez eux. Et donc maintenant... mettons-nous ensemble pour faire avancer ce pays-là, parce que nous avons tout pour que nous puissions réussir. Pourquoi passer à côté de cette chose-là? Bon, merci en tout cas de votre intervention, Monsieur Selin, donc président de la Chambre d'agriculture de Guadeloupe. Quant à nous, on se retrouve lundi prochain. Là, on est revenu en horaire normal et il y a tellement de choses à décortiquer qu'on ne sait pas encore par où commencer. Hein. Donc là, on va suivre un petit peu les mesures sur la suppression du chômage partiel au 1er juin. Donc c'est tombé comme ça, comme un cheveu, on va dire, sur la soupe ou comme la cerise sur le gâteau. Donc de 5 jours, plus de chômage partiel. Donc le discours a encore changé. Nous allons essayer de suivre la situation et nous vous tiendrons au courant. En attendant, bon courage à tous. Pour ceux qui ont repris le travail, bon courage et profitez-en. On espère que vous pourrez garder vos emplois et on s'attelle vraiment à pouvoir vous faire passer le maximum d'informations. À lundi prochain. Au revoir à tous. Bonne semaine.